Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Lyon Politique, l'émission de Lyon Mag TV qui décrypte l'actualité lyonnaise de la semaine. Pour m'accompagner aujourd'hui, l'avocat Éric Pellet. Bonjour Éric. Bonjour. À vos côtés, un autre éditorialiste de Lyon Mag, l'activiste pour la justice sociale et écologiste, Charles Delacombe. Bonjour Charles. Bonjour. Et puis enfin, mon confrère Raphaël Ruffier-Fossoul. Bonjour Raphaël. Bonjour Alexis. Le sommaire du jour pour notre émission, mort de la fête des Lumières, vive la fête des Lumières écolo, foie gras banni à la mairie, faut-il saluer ou s'inquiéter de la volonté de Grégory Doucet de s'attaquer au restaurant lyonnais. SDF, héros du vieux Lyon, toujours pas relogé, du social à retardement pour les Verts. Et puis passage de la métropole de Lyon en régie publique de l'eau. La vie des habitants va-t-elle être chamboulée par ce vote ? La fête des Lumières a été maintenue cette année. Elle a débuté mercredi soir. Elle se terminera ce samedi. 4 jours d'illumination concoctés pour la première fois par les écologistes, avec évidemment son lot de restrictions sanitaires qui font que l'événement est moins drôle à vivre qu'avant. Vous avez peut-être déjà déambulé en ville. Vous vous êtes rendu compte que l'époque de l'ostentatoire était révolue. Place aux œuvres plus minimalistes qu'on peut voir plus facilement avec des enfants en famille. Charles, des rues apaisées, une consommation d'énergie plus responsable. C'est enfin la fête des Lumières qu'attendaient les Lyonnais. Vous dites qu'il n'y avait pas de spectaculaire. Moi, j'ai quand même vu des choses assez impressionnantes. Enfin, comme d'habitude, le mapping de la cathédrale Saint-Jean était assez impressionnant. Ça, ouais. C'est toujours un plaisir à voir. Vous avez parlé des enfants, par contre, j'y suis pas allé, mais je sais que c'était au parc Blandan. Il y avait des animations lumineuses, des petits jeux à faire en famille. Ça, je pense que c'est intéressant parce que la fête des Lumières traditionnelle, elle est peut-être un petit peu oppressante pour des familles avec les gros mouvements de foule, etc. Moi, j'en ai de très bons souvenirs en tant qu'étudiant, mais je pense que si j'avais eu de jeunes enfants à accompagner, ça aurait été différent. Je suis pas certain qu'il y ait... Enfin, je sais pas en termes de chiffres de consommation énergétique ce qu'il y a pu y avoir. Je pense que il n'y a pas forcément d'objectif à annuler la fête des Lumières en disant que c'est une débauche énergétique. Je ne crois pas que ce soit la volonté des Verts non plus d'ailleurs. C'est important d'avoir des temps festifs comme ça. La fête des Lumières, c'est une institution lyonnaise depuis un certain temps. Moi, j'habite à Lyon depuis 9 ans. Elle a été 2 fois annulée, donc en 2015. Après les attentats. Après les attentats et en 2020 pendant la pandémie. Et c'était assez triste à chaque fois. Là, pour l'instant, ce que j'en vois, c'est une édition plutôt réussie. Toutes les personnes que j'ai croisées qui y sont allées étaient très contentes. Moi, j'ai été ravi. Éric, vous partagez cet avis? Parce qu'on sait quand même que, malgré tout, les écologistes ont cette ambition de moins en faire une fête internationale, mais plutôt une fête de village améliorée et illuminée. Oui, enfin ça, les touristes l'ignorent. Pour eux, la fête des Lumières est toujours là à Lyon, le 8 décembre. Ils l'ignorent avant, mais ils viennent cette année, ils viendront peut-être l'année prochaine, et puis au bout d'un moment, ils viendront plus s'ils voient que c'est... Il y a quand même... Moi, je ne veux pas polémiquer pour polémiquer. Donc, la scénographie, il y a des scénographies intéressantes, celle de... Le parc de la Tête d'Or avec les ronds dans l'eau, il y a la lune aux subsistances, effectivement il y a des projections sur les bâtiments qui sont quand même d'un bon niveau de fête des Lumières. Et on peut se féliciter qu'elle ait été maintenue, parce que avec à nouveau une 5e vague qui est très forte, il y a énormément d'événements en France qui ont été annulés brutalement. La rentrée du barreau, où il y avait plus de 1000 personnes dans 2 jours, a été annulée hier par le bâtonnier. Donc au moins cette grande fête populaire lyonnaise se maintient. La scénographie est quand même intéressante, donc je ne veux pas polémiquer là-dessus. On peut peut-être regretter que, effectivement, les restaurateurs aient été privés de leur stand devant leur échoppe, au prétexte que ça évitait des attroupements et que les gens enlèvent leur masque. Mais finalement, tout le pôle restauration est sur la place Lyotet. Et vide. Et même s'il était plein, ça créerait une forme de rassemblement de gens qui n'auraient pas leur masque. Donc, le côté un petit peu populaire et chaleureux des échoppes et tout, a été enlevé, mais moi je considère que le fait qu'elle ait été maintenue, c'est une bonne chose. Raphaël, on a souvent débattu sur la question de l'éparpillement des œuvres dans la ville. C'est un vieux serpent de mer pour les écologistes. Ça a été mis en place cette année avec donc les subsistances, on l'a vu avec cette lune, le parc Blandan avec les animations qui sont essentiellement pour les enfants. Est-ce que ce sont des œuvres qui sont assez fortes pour justifier le fait qu'on se déplace? Parce que si vous commencez par le parc Blandan avec des enfants, après pour les emmener jusqu'à Saint-Jean, il faut faire quand même, faut crapahuter. Alors on peut prendre le métro. Heureusement qu'il y a 4 soirs, quoi. Voilà. Oui, effectivement, il faut se faire un programme, peut-être une œuvre par soir. Est-ce que ça justifie, ces œuvres-là sont assez fortes pour justifier le fait qu'au final, on ne se concentre pas sur la presqu'île, où sont des grandes œuvres comme Saint-Jean, comme les terreaux, ou voire le parc de la Tête d'Or qui n'est pas si loin? Après, je ne sais pas si c'est la contrainte qui a fait que les écologistes réussissent, parce qu'effectivement, avec les contraintes sécuritaires et sanitaires, ils ne pouvaient pas disperser complètement dans la ville, comme on l'avait vu quand Pascal Bonnet-le-Chalier était en charge de la Fête des Lumières en 2004.
où là, il y avait une vraie dispersion de la fête des Lumières. Et le résultat avait été assez mitigé, parce que les Lyonnais étaient allés en centre-ville, et il y a plein d'endroits où il n'y avait rien, du coup, et donc ils étaient déçus. Et puis ceux qui étaient allés dans les quartiers, il y a des endroits où ils avaient vu des choses très intéressantes, très poétiques, très intelligentes, puis des endroits où ça faisait vraiment fête de quartier, et ce n'était pas à la hauteur de l'événement. Donc je ne sais pas s'ils ont tiré les leçons des ambitions de 2004 et pour en faire quelque chose qui réussit cette année, ou si c'est les contraintes qui les a un peu aidés à réussir, mais en tout cas, de la vie un peu générale, c'est une fête qui est réussie, dans la lignée des précédentes, pas totalement dispersée, mais effectivement, il faut commencer à prévoir de faire la fête des Lumières pour tout voir sur plusieurs jours. On retrouve une dimension familiale, moi je trouve plutôt agréable, parce que ça fait quand même plus de 20 ans que je suis la fête des Lumières. Le côté, il y a eu des moments où la foule était un peu angoissante. Anxiogène, et le fait que tout soit concentré en centre-ville, je pense que c'était aussi, à la fin, un vrai problème de sécurité. On y allait plus serein avec ses enfants. Donc le fait de le voir dispersé, je pense que c'est aussi une idée qui est plutôt communément admise. Le pari qui était un peu risqué, c'était de moins miser sur des signatures internationales de la lumière. On avait fait, Gérard Collomb avait fait de la fête des Lumières vraiment la référence mondiale, et tous les grands groupes devaient en être. Là, il y a une volonté de s'appuyer beaucoup plus sur les acteurs de terrain. Et ce qu'on a vu hier montre que c'est à la hauteur. Donc il n'y a pas de ce point de vue-là, c'est aussi une réussite. Charles, simplement pour conclure sur ce sujet, on voit qu'effectivement on fait davantage appel à des artistes locaux pour un public local. On peut penser que les mécènes, parce que le mécénat pour la Fête des Lumières a toujours été quelque chose de très important pour promouvoir effectivement l'événement à la sauce Gérard Collomb, qui était un peu grandiloquent. Si les mécénats partent, si le côté international part et qu'on se recentre un peu sur quelque chose de local, c'est plus sain selon vous ? Je pense que c'est intéressant parce qu'effectivement, Lyon est quand même une ville de culture. On a un certain nombre de compétences qui sont présentes sur place. On a énormément d'artistes qui viennent de Lyon, qui parfois en parlent, rayonnent à l'international. C'est aussi très bien s'ils et elles peuvent s'exprimer à Lyon. Et je rebondis quand même sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Je regrette moi aussi qu'il n'y ait pas pu avoir tous les stands de crêpes, de vin chaud, d'autant que nous, à Alternativa Rhône, où je suis engagé, on a aussi un stand d'habitude que là, on n'a donc pas pu tenir. D'accord. Voilà. Donc ça, effectivement, mais j'imagine qu'il y a des arbitrages à faire aussi avec la préfecture. Oui, la préfecture avait son mot à dire, effectivement. Mais le public international n'a pas dit son dernier mot. Là, en ce moment, on est à une période où c'est quand même difficile C'est d'imaginer vrai, voyager. c'est vrai. Il y en avait. Hier, j'en ai vu quelques-uns. On verra quand on sera sorti du Covid, si le public revient. Je pense qu'il n'y a aucune raison qu'il ne revienne pas. Même d'ailleurs, si les écologistes ont un discours anti-avion, c'est pas eux qui vont bloquer les aéroports, et le public viendra parce que l'événement est de qualité. Et je pense que pour la ville, avoir un écosystème capable de produire des œuvres, ça veut dire aussi un écosystème qui est capable de présenter des choses toute l'année peut-être, et pas simplement des signatures internationales qui viennent un moment à l'événement pour ensuite revendre leurs œuvres un peu partout dans le monde. Finalement, je pense qu'économiquement aussi, culturellement, on va s'y retrouver. Et puis si on reconstruit un réseau de trains de nuit européen, en plus, les gens peuvent venir repartir la nuit après avoir vu la Fête des Lumières dans toute l'Europe, c'est super. Ça, ils peuvent le souhaiter, mais c'est pas eux qui vont le construire. Donc. Évidemment. Allez, deuxième sujet du jour, messieurs, il concerne une nouvelle restriction alimentaire décidée par la mairie. Comme à Villeurbanne, les réceptions officielles à l'hôtel de ville de Lyon se font désormais sans foie gras. Grégory Doucet qui attire ainsi l'attention sur le gavage des animaux, prône le bien-être animal. Je pense que globalement, on peut tous être d'accord pour saluer cette mesure, ou au pire faire preuve d'une indifférence totale. C'est plutôt sur la suite des événements que j'aimerais avoir votre avis, puisque la mairie écologiste a indiqué qu'elle souhaitait dialoguer avec les restaurateurs pour les convaincre à leur tour de ne plus servir aux clients de foie gras. Eric, on a vu depuis une levée de bouclier ici et là des chefs lyonnais, de Pierre Orsi à Christophe Marguin, bien sûr. Est-ce que ça vous choque qu'un maire de Lyon veuille s'occuper de nos assiettes ? Oui, bien sûr, c'est la doxa écolo de Doucet et Bernard, c'est surveiller et punir, pour reprendre le titre du bouquin de Michel Foucault. C'est-à-dire on surveille effectivement le mode de consommation, les produits consommés, et on punit en disant non, maintenant le foie gras c'est terminé. En plus, c'est une énorme erreur de communication, puisque les médias nationaux ont repris le maire de Lyon a interdit le foie gras à Lyon, alors qu'en fait il s'agit effectivement d'interdire
le foie gras dans les réceptions de la mairie de Lyon. C'est quand même beaucoup plus restreint. Mais de vouloir convaincre les restaurateurs, ils cuisinent comme ils veulent. La richesse de la gastronomie française et lyonnaise en particulier, c'est justement d'assortir à peu près tous les mets, les aliments qu'on veut pour faire une cuisine intelligente. Si elle doit utiliser le foie gras, elle utilisera le foie gras. Pourquoi mettre le foie gras à l'index ? Effectivement, il y a le problème de la souffrance animale auquel je suis particulièrement sensible. Mais il y a des éleveurs bio en lisière de Lyon qui se sont plaints parce qu'effectivement, eux font du foie gras avec des méthodes qui sont beaucoup plus respectueuses de la souffrance animale, des choses qui sont plus longues, mais qui aboutissent aussi à des bons foie gras. Et ces éleveurs se plaignent en disant nous, on va perdre, alors qu'on fait les efforts, on respecte des protocoles, on va perdre peut-être des marchés, effectivement, par rapport à une décision et une recommandation qui est générale et qui ne fait pas le tri entre des éleveurs où là, les oies peuvent être malmenées, et puis d'autres où c'est fait beaucoup plus correctement. Charles, vous comprenez que dans la capitale effectivement de la gastronomie, où on adore la cochonaille, le mâchon, le Beaujolais, on puisse faire la fine bouche quand on nous propose une tartine de pâté végétal ou de faux gras, comme on l'appelle. Alors déjà, je pense que, encore une fois, Lyon, qui est une ville de culture, c'est aussi une ville de gastronomie, et il y a des très bons chefs qui sont capables de faire ce genre de choses, de faire des plats qui n'impliquent pas de souffrance animale et qui soient en même temps excellents. Oui. Mais pour tout vous dire, je suis quand même un peu atterré devant cette polémique, parce qu'on parle d'une décision qui a été prise également par un certain nombre d'autres villes, y compris même Grenoble depuis 2014 par exemple. À Lyon, elle a été prise déjà il y a 1 an en fait. Oui. Elle date d'octobre 2020. À ce moment-là, personne n'en avait parlé. Et je ne sais plus qui a soulevé cette information récemment. Et puis ça a été repris par plusieurs journaux, plusieurs politiciens pour faire une énième polémique contre des écolos. Moi, je ne suis pas là pour particulièrement défendre l'exécutif lyonnais. J'ai aussi des griefs contre lui. Mais là, en l'occurrence, je ne vois pas grand-chose à reprocher. D'autant que je n'ai pas l'impression, comme ça a pu être titré, qu'il y a une volonté de Grégory Doucet d'imposer ça à des restaurateurs. Tout au plus, il soulève la question, il leur dit c'est vrai, vous pouvez réfléchir à ça. Nous, en tout cas, dans les événements officiels, il n'y en aura pas. Bon, c'est comme ça. Moi, ça me semble légitime de poser des questions aux gens simplement. Et par ailleurs, j'ai pas non plus l'impression qu'il y a eu énormément de communication là-dessus de la part de la mairie. Tout au plus, ils ont répondu aux questions que la presse leur posait. Et alors que je vois de l'opposition à côté qui dénonce une surcommunication, etc. Alors que moi, ça me semble tout à fait démesuré comme polémique. Raphaël, après la viande à la cantine, le cordon bleu, on est sur une énième polémique qui ne sert à rien. Non, je pense que pour le coup, elle est de nature un peu différente des autres. Il y a 2 décisions. Il y a une décision, une seule, qui est de dire qu'il n'y a plus de foie gras dans les réceptions de la mairie. Honnêtement, on peut en penser ce qu'on veut, mais ce qui aurait été choquant, c'est qu'ils continuent à en servir, vu leurs convictions. Bien sûr. Ils ont été élus sur un projet, que les écologistes à la mairie servent du foie gras, ça n'aurait pas été compris par leurs électeurs. Et donc, on demande un peu de cohérence aux élus. Donc, c'est pas choquant qu'ils l'aient interdit, d'autres villes le font. Par contre, le discours qui consiste à aller dire, effectivement, on va aller convaincre les chefs d'arrêter de servir du foie gras, on est dans... Ce qui peut être un défaut de cette majorité, c'est une majorité qui cherche à parler avant tout à ses électeurs, à sa base, et qui ne cherche pas à élargir. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont aux frontières des convictions écologistes que Grégory Doucet aurait pu emporter avec lui dans cette histoire. Vous avez parlé des fermes dans l'agglomération, les fermes aux Alouettes, dans le Beaujolais notamment, qui fait du foie gras relativement cher parce qu'ils font attention à la manière de traiter les animaux. Il y a tout un tas de gens, d'ailleurs, si on regarde ce qu'en pensent les Français, je crois que les Français sont assez paradoxaux sur le foie gras. Les 3/4 des Français ont prévu d'en consommer pendant les fêtes, mais il y en a 68%, au dernier sondage, qui sont contre le gavage, et 75% qui seraient pour un foie gras sans gavage. Bon, ce qui poserait d'ailleurs presque un problème d'appellation, parce que la définition du foie gras, c'est qu'il y a un gavage. Donc, il faudrait qu'on dise qu'on peut faire du foie gras, enfin du foie qui serait gras, mais qui s'appellerait pas foie gras. Du foie grassouillé. Du foie gras, voilà, du foie grassouillé. Et ça irait à tout le monde. Mais je pense que s'il n'avait pas eu cette déclaration qui est de pure presque... j'allais dire... c'est de la mauvaise com', puisque les Français pensent que la mairie de Lyon interdit le foie gras aux Lyonnais. Donc, quand on regarde les réactions dans d'autres médias...
Ça, c'est la faute des médias nationaux, ça. Oui, effectivement, il faut des parallèles qui sont assez simples. Non, mais surtout, qu'est-ce que le maire de Lyon a à dire à un chef cuisinier sur sa manière de cuisiner? C'est ce que je disais, c'est surveiller et punir. C'est-à-dire, c'est une façon d'imprimer un mode de pensée, Qui développe un des mode de circuits consommation à d'autres personnes qui ont des habitudes différentes. Qui les aide à se fournir autrement, avec d'autres produits et en local. Ça, c'est le rôle d'une municipalité. Après, leur dire ce qu'ils ont à cuisiner ou pas, non, c'est pas son rôle. Sauf qu'encore une fois, j'ai pas vu de déclaration publique de Grégory Doucet qui s'adressait aux restaurateurs lyonnais en disant « Restaurateurs, arrêtez le foie gras, c'est plus possible ». Oui, mais c'est lui qui a dit qu'il allait le faire, donc on peut penser que on ça attend viendra. la suite. Et effectivement, l'une des particularités de cette polémique, c'est que les écologistes se défendent en disant que ça va permettre de faire des économies, puisque du coup, les réceptions officielles seront moins faites de manière ostentatoire. Donc, avec les économies, on peut penser qu'ils pourraient évidemment aider les restaurateurs à se fournir en meilleur foie gras. Je ne sais pas si ça fera beaucoup d'économies. J'ai fait confiance à ceux qui fournissent la mairie de Lyon pour proposer d'autres choses tout aussi chères et tout aussi qualitatives. Allez, messieurs, troisième sujet d'actualité avec Fabrice Dusset, cet homme qui avait été unanimement salué pour son geste héroïque. C'était le 29 novembre dernier. C'est lui qui s'est jeté dans l'enseigne en flammes de la rue Monseigneur Lavarenne pour sauver le brocanteur qui était piégé à l'intérieur. Depuis, une pétition avec bientôt 50 000 signatures circule pour que ce SDF soit relogé par la préfecture, reçu par le maire et même décoré. Une cagnotte en ligne a également été créée pour lui et bientôt 2 semaines après, eh bien Fabrice est toujours à la rue. Le silence des élus est étonnant. Charles, on peut saluer que Grégory Doucet, finalement, n'ait pas fait de récupération politique, parce que peut-être qu'avec d'autres élus, Fabrice aurait déjà eu son lot de photos, son lot de médailles, de cérémonies, mais en attendant, il dort toujours dehors, ici, à la Confluence. Alors, peut-être qu'on peut saluer ça, je ne sais pas, je ne suis pas dans les petits papiers de Grégory Doucet pour savoir ça. Moi, en tout cas, je suis content que vous ayez rappelé le nom de ce monsieur, Fabrice Dusset, parce que il y a beaucoup de médias qui ont titré le SDF héros, etc. Ouais. Alors que c'est d'abord une personne, avant d'être un SDF, et des personnes admirables, il y en a partout, et y compris à Lyon, où il y en a peut-être plus qu'ailleurs, je ne sais pas. Des personnes qui dorment dehors aussi, il y en a énormément. C'est pas parce que une personne qui est sans logement a fait un acte héroïque qu'on doit particulièrement se concentrer sur celle-là. Évidemment qu'il doit être remercié, son acte doit être salué, mais il y a un problème plus général de logement à Lyon. Et il peut mettre la lumière effectivement sur le reste du problème. C'est-à-dire mettre un visage, c'est toujours plus simple sur un problème. Ça permet effectivement de se dire, certes, il y a Fabrice Dusset, et puis derrière, il y a des dizaines, voire des centaines de personnes qui sont dehors. Ça peut aussi être une façon d'invisibiliser un petit peu en disant, voilà, regardez, lui, ce héros, on va le reloger, et puis pendant ce temps, hop, on met sous le tapis le reste du problème, alors que c'est vraiment quelque chose qui est terrible à Lyon aujourd'hui, dans toute la France, mais particulièrement à Lyon, dans ces du logement. Éric, ça vous choque que Fabrice soit toujours pas relogé, alors qu'on se souvient que l'an dernier, par exemple, la ville s'était pliée en 4 pour les SDF qui dormaient devant le pâté Bellecour, et qui, eux, en plus, alors, pour le coup, causaient des problèmes avec le voisinage. Je ne voulais pas partir. Mais moi, ça m'évoque un problème politique national. C'est effectivement que depuis des années, plusieurs mandats, les présidents disent qu'il n'y aura plus de SDF à la fin d'année dans les rues. Donc, il y a 150 000 SDF en France, quand même, ce qui est énorme. Moi, il y a une question que j'ai posée à plusieurs responsables politiques, j'ai même posée au père Delorme, qui s'occupe aussi beaucoup de l'accueil des migrants, c'est pourquoi l'État, qui a une capacité d'accueil et de logement pour des milliers ou des dizaines de milliers de migrants, hôtels réquisitionnés, anciens internats, etc., les loge très rapidement, parfois en quelques jours, et n'a jamais logé ces SDF. Je l'ai posé à des hommes politiques de droite ou de gauche, je n'ai pas eu de réponse. Au père Delorme, je n'ai pas eu de réponse. Je vous la pose à vous, pourquoi l'État a cette capacité de logement, ou les villes ou les collectivités ont cette capacité de logement très rapidement pour des migrants effectivement venus d'autres contrées, mais ne s'occupe pas jamais des SDF qui dorment dans la rue de manière épouvantable, hommes et femmes, et parfois enfants, ou moins d'enfants peut-être, parce qu'ils sont pris en charge par la DAS, mais des vieillards et tout. Je ne comprends pas. Donc si vous avez une piste, ça m'intéresse. Il y a toujours des réponses, Raphaël, peut-être quelques-unes. Vous êtes vraiment dans l'obsession zémoriste des migrants. Parce que non, je suis dans l'obsession de loger les SDF, c'est un peu facile. C'est-à-dire qu'il y a les bons d'un côté et les mauvais de l'autre. Non, mais c'est-à-dire on loge deux choses qui n'ont rien à voir. Les migrants, on est dans le camp du bien. On ne loge pas les SDF, on est dans le camp du mal. Il va falloir arrêter un peu le manichéisme. Il y a quelques éléments de réponse. Il va falloir un petit peu arrêter le manichéisme, parce que quand on a 150 000 SDF depuis des années et qu'aucun régime, que ce soit Hollande, Sarkozy, Macron,
ne fasse rien pour ça. Après, aller chercher effectivement la polémique uniquement en disant si je suis pour les SDF contre les migrants, je suis humoriste, je trouve ça vraiment caricatural. Moi, j'attends quand même que vous me montriez ces dizaines de milliers d'hébergements pour les migrants, alors qu'on voit, alors, on voit plutôt des camps, des tentes à Calais, des choses incroyables où les tentes lacérées, etc. Regardons sur Google, on n'a pas le temps pendant l'émission, mais la capacité de logement qui a été donnée à des migrants depuis 2 ans ou 3 ans, est-ce qu'on peut parler du sujet des SDF plutôt que du sujet des migrants? Je vais poser une question, donc vous allez répondre. On vous y non, mais vous répondra. parlez de sujets pour le coup qui sont très différents entre Totalement héberger liés. une famille Totalement liés. de demandeurs d'asile et héberger quelqu'un qui est à la rue depuis longtemps et qui donc pose des problématiques sociales qui sont très différentes. C'est pas du tout les mêmes enjeux, c'est pas du tout les mêmes types de logements. Là, en l'occurrence, je pense qu'il y a à la fois une fausse polémique et un vrai sujet. C'est-à-dire que la fausse polémique, c'est de dire que la mairie de Lyon ne fait rien, puisque en fait, ce qui nous a été dit, c'est notamment la mairie du 5e, ils sont en contact avec lui, ils lui ont déjà proposé des solutions, et puis après, ça relève de leur discussion, et ils ont dit qu'ils s'adapteraient à ses besoins et à son rythme. Donc, on n'est peut-être pas obligé de rentrer dans les détails intimes de la vie de tout le monde, et peut-être pour une fois faire confiance à un élu qui nous dit qu'ils sont en discussion, sachant que pour l'instant on le fait beaucoup parler, mais que lui on l'a pas entendu sur cette question. Il y a la pétition en ligne. Il est un peu, voilà, c'est un rappeur, blogueur qui a fait un peu, je pense qu'il est sincère, mais qui fait un peu sa com quand même sur cette histoire-là. J'ai noté qu'il n'y avait que 4 donateurs sur la souscription en ligne. Sur la cagnotte, hier. oui. Mais la pétition, quand même, 50 000 personnes, c'est pas mal. S'il donnait 1 euro, je vous rappelle que C'est sûr. un gilet jaune qui a boxé un policier, il a eu 145 000 euros. Donc peut-être que quelqu'un qui sauve une vie mérite un peu plus, quitte à être généreux. Ou peut-être qu'on pourrait faire une cagnotte plutôt pour les SDF, enfin pour une association de sans-abri de manière générale. Mais bon, ça, je ne pense pas qu'il y ait lieu vraiment une polémique sur cette histoire en particulier. Par contre, il y a effectivement un vrai sujet, c'est que les écologistes sont arrivés avec des ambitions assez fortes sur les logements des SDF. Avec des promesses. Avec des promesses, notamment dans les écoles, en disant qu'avec eux, il n'y aurait plus d'enfants qui dormiraient dehors. Or, il y a des enfants qui dorment dehors. Or, il y a des enfants qui dorment dans les écoles. On a échangé sur ce sujet hier soir avec Stéphanie Léger, l'adjointe à l'éducation. Ils sont vraiment préoccupés de cette situation et ils reconnaissent qu'en fait, ils n'y arrivent pas. Et ils disent, oui, on a les collectifs qui montent au créneau, qui nous rappellent nos promesses, qui nous disent qu'est-ce que vous faites. On dit oui, il y a des choses qui ne sont pas de notre responsabilité, on fait au maximum. Et les gens leur répondent, non mais on s'en fout un peu de savoir la responsabilité de qui. C'est pas normal qu'il y ait des gens qui restent, des enfants qui continuent à dormir dans des écoles. Et ça, c'est un sujet qui est beaucoup plus complexe, sur lequel pour l'instant ils n'ont pas de solution miracle, mais sur lequel ils vont, à mon avis, c'est un sujet qui va monter et sur lequel ils vont devoir se justifier. Je rappelle pour mémoire que l'an dernier, la métropole avait acheté un immeuble 12 millions à Lyon, qu'après instruction, elles l'ont vendu 4 millions. Donc le contribuable a perdu 6 ou 7 millions. L'opérateur de logements sociaux. La métropole a perdu 6 ou 7 millions sur une simple achat-revente entre 2 collectivités, alors qu'on aurait pu revendre après ou l'utiliser. Cet argent-là aurait pu largement être utilisé pour l'achat de logements sociaux, d'accueil de SDF, voire de migrants si vous le souhaitez. Mais en tout cas, il y a aussi une gabegie financière au niveau de la métropole qui devrait être corrigée par rapport à ces nécessités de logement l'hiver. Et alors, personne n'a répondu de manière frontale à Eric sur son questionnement. Pourquoi c'est difficile de prendre en charge les SDF ? Vous savez qu'il y a toujours un côté... Il faut prendre au cas par cas. Des fois, il y a un problème avec le chien. Il peut y avoir des problèmes d'alcool. Il y a des personnes qui ne veulent pas sortir de la rue. Il y a la barrière de la langue. Il y a des choses comme ça qui sont difficiles. Hein. Il y a aussi un problème qui est plus large. C'est que, en fait, les moyens pour loger, techniquement, on les a à Lyon. Il y a, je crois, 17 ou 18 000 bâtiments qui sont inoccupés. Ouais. C'est il y a vos confrères de Médiacité qui ont fait une très bonne enquête récemment là-dessus. Sur ces 18 000 bâtiments, il y en a plusieurs milliers qui appartiennent à des collectivités, soit à la métropole, soit peut-être à des municipalités, je ne sais plus. Mais au HCL aussi également. L'enquête est très bien, voilà, c'est ça. Et en fait, là-dessus, il y a tout un problème comptable, un problème de papier, un problème d'inventaire fait pas correctement. Là,
pas, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps long aussi. C'est des mauvaises gestions successives qui font qu'en fait aujourd'hui il y a des gens qui essaient de réemployer ces bâtiments. Il y en a certains qui sont vétustes, il y en a certains on ne sait plus à qui ils sont. C'est extrêmement compliqué à gérer comme dossier. C'est des choses qui se font malheureusement dans le temps long. Il y en a beaucoup qui donnent sur des cours d'école aussi. Il y en a beaucoup qui donnent sur des cours d'école, c'est vrai. Et donc tout ça fait qu'effectivement les collectifs qui militent là-dessus sont extrêmement remontés. Moi je fais partie via Alternatiba du collectif Sans Papier 69. Moi je n'accrédite pas la mandature actuelle, puisque Collomb pendant 20 ans avait aussi tous les leviers. On en reparlera pour la régie de l'eau. Je pense que il aurait pu aussi faire quelque chose. Donc il y a un espèce de désintérêt, comme si les SDF qui vivent dans une honnêtement, une misère, on peut pas parler de désintérêt parce que la morale et métropole sociale terrible font partie du paysage. Vous voyez, et ils sont, comme c'est des muets, les SDF c'est des muets. Alors qu'effectivement, les migrants qui viennent de l'extérieur revendiquent droit d'asile, etc., la guerre dans leur pays, etc. Alors le SDF est muet. Et je pense que ce silence le condamne finalement à l'indifférence. La preuve en est, puisque personne ne fait rien, collectivité comme État. Combien de présidents on a entendu en disant fin décembre, il n'y aura plus un SDF dans les rues. C'est vraiment une antienne qui revient, et Macron avait fait la même chose. Si vous restez sur votre obsession sur les migrants, dans la rue, il y a beaucoup de migrants pour le coup, beaucoup de mineurs isolés, beaucoup de demandeurs d'asile. Ils sont beaucoup plus facilement pris en charge. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus d'associations qui s'occupent de leur accueil. Non, alors ça, je peux pas vous laisser dire ça. Regardez ce que fait la Fondation Abbé Pierre, par exemple. On peut pas dire qu'il y a une préférence qui soit donnée aux migrants. Il y a des humains qui sont à la rue. Des collectivités, des politiques qui ne prennent pas leurs responsabilités et des ONG qui s'occupent des humains qui sont à la rue, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur origine. Je souhaiterais que tout le monde soit logé. Simplement, je constate effectivement que le problème des SDF en France perdure, alors qu'il y a des collectivités riches comme Lyon Métropole qui ne font rien de particulier. Et j'apprends, moi je ne savais pas qu'il y avait autant de centaines, voire de milliers de bâtiments qui pourraient être utilisés. Mais comme l'a dit Charles, vous abonner à Médiacité peut-être. Peut-être. Il faut. Charles le disait effectivement, il y a un inventaire qui est en cours et on peut espérer que potentiellement pour l'hiver prochain, il puisse y avoir un appel d'air pour reloger toutes ces personnes. Il faut mettre la pression à la métropole là-dessus aussi. Tout à fait. Je vous propose de conclure avec une information qui se profile puisque lundi, mardi, la métropole de Lyon se réunit et doit entériner le passage en régie publique de l'eau au 1er janvier 2023. L'eau potable qui sortira de vos robinets ne sera plus gérée par Veolia, mais bien par la collectivité. Raphaël, c'est un chantier d'envergure pour les écologistes, c'était une promesse de campagne, mais c'est difficile pour le commun des mortels de se rendre compte du changement, de l'intérêt de ce changement, parce qu'au final, l'eau qu'on va recevoir sera la même, la facture sera la même. Du coup, ça sert à quoi ? Mais c'est vrai que c'est un changement historique parce que Lyon a été une des premières villes au monde à confier son réseau d'eau à une régie privée et c'est à Lyon que sont nés les deux géants mondiaux, la Générale des Eaux et la Lyonnaise des Eaux, l'un avec des actionnaires lyonnais, l'autre avec des actionnaires parisiens mais sur le marché lyonnais, qui se sont battus la conquête du monde derrière. Donc on a vraiment un symbole assez fort. Ces grands groupes, globalement, on va dire dans la corruption à la française, l'avantage c'est que le travail est plutôt bien fait. Les routes n'ont pas de trous. On a des routes qui coûtent plus cher qu'ailleurs, mais globalement, les autoroutes sont bien faites. Et sur les réseaux d'eau, c'est globalement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu un progrès immense dans la qualité de l'eau qui a été permis par ces grands groupes. Et puis, ce qu'on a vu au fil des décennies, et même du siècle dernier, je ne sais pas si c'est une montée de la corruption ou si elle a tout le temps été là, mais en tout cas des profits qui étaient faramineux. Des problématiques de financement politique, avec les procès qu'on a su, etc. Et Gérard Collomb est arrivé après cette période-là, héritier de contrats qui étaient profondément scandaleux, parce que les marges étaient colossales. À ce moment-là, s'il avait fait le choix de la régie, comme Grenoble l'a fait, elle n'aurait pu baisser le prix de l'eau de manière assez forte, parce qu'il y avait un tel écart entre les profits réalisés et puis la réalité des coûts, que c'était possible. Il a choisi une autre voie, une baisse en progressive, d'ailleurs un peu sous la pression, parce qu'au départ, il y a eu quand même continué d'avoir des surprofits. Ouais. Il continue d'avoir des surprofits aujourd'hui, mais qui sont quand même beaucoup moins forts qu'auparavant. Ça fait que les écologistes arrivent avec une volonté qui est politique, déjà un message symbolique déjà de passer en public, mais dans une situation qui est quand même largement assainie
par rapport à ce qui se passait il y a 20 ans. Et donc, on ne peut pas baisser les prix, ça ne fait pas baisser les coûts de manière considérable. Donc les enjeux ils sont plutôt d'une autre nature. C'est plutôt rénover le parc qui est quand même vieillissant, la tuyauterie qui est vieillissante. Parce qu'on perd beaucoup d'eau. Parce que on perd la moitié, 1 litre sur 2, on me dit souvent, mais je ne sais pas exactement quelles sont les Oui, proportions. Mais 30% en c'est général. plus 30%. ce que j'ai lu. Alors je mettrai à jour mes chiffres, je C'est m'excuse. le chiffre marseillais, ça. À Lyon, on était 1 sur 2 à un moment donné. Mais donc oui, il y a un gros travail à faire sur les fuites, et puis sur la corrosion des réseaux, etc. Mais surtout, les gros enjeux demain, ça va être l'approvisionnement en eau. Les sécuriser, trouver de nouveaux approvisionnements pour Lyon. Et là, c'est des enjeux qui sont stratégiques à très long terme, sur lesquels on peut penser que c'est quand même pas mal d'avoir une maîtrise publique. Charles, il y a aussi un volet qui est la préemption de terres agricoles autour des nappes phréatiques pour éviter l'abus de pesticides et protéger aussi les nappes qui sont actuellement utilisées par le réseau. Il y a aussi cette histoire de tarif solidaire qui pourrait arriver quand même en 2024 avec les potentiel premier mètre cube d'eau qui serait gratuit pour les personnes, les foyers les plus démunis. Pour vous, c'est vraiment une volonté forte et utile de passer en régie publique ? Oui, c'est vraiment une occasion de pouvoir mettre en place des politiques sociales. Oui. C'est pas pour rien d'ailleurs que la régie publique de l'eau, c'est aussi quelque chose qui se retrouve au niveau national dans le programme de la France Insoumise, si je ne me trompe pas. Mais surtout, il y a quelque chose qui est très important et qu'on n'a pas dit jusque-là, c'est qui dit régie publique, en fait, dit possibilité de nettement plus de démocratie, puisque donc, c'est plus Veolia qui va la gérer, c'est une instance publique et qui va mettre en place un certain nombre de consultations. Là, à partir de, justement, la semaine prochaine, je crois, vont se réunir régulièrement, va se réunir un conseil d'orientation, je ne sais plus quel est le nom de l'instance, mais il y a un certain nombre d'organisations citoyennes, des associations, des collectifs qui ont été sollicités, qui vont donc participer à ces réunions pour faire entendre les voix des Lyonnaises et des Lyonnais là-dessus, sur comment gérer l'eau. Est-ce qu'il faut mettre en place des premiers mètres cubes gratuits, des tarifs préférentiels pour certains quartiers, certaines catégories, des tolérances face aux impayés pour pas que les gens se retrouvent avec l'eau coupée, etc. Toutes ces choses qui vont pouvoir se faire de manière démocratique, justement, décidées par les gens, donc non seulement par un exécutif qui a été élu, même si on peut dire plein de choses sur sa légitimité vu les conditions de l'élection, mais en fait directement par les citoyennes et les citoyens qui vont être représentés dans ces instances de pilotage de la régie publique. Éric, pour conclure, cette défiance des écologistes à l'égard des délégations de services publics, parce qu'il y a la régie de l'eau qui arrive, on peut penser aussi que les TCL, les VELOV puissent un jour tomber dans l'escarcelle de la collectivité, ou en tout cas être récupérés. Est-ce que ça vous inquiète, cette défiance, ou est-ce que c'est vertueux ? Non, ça ne m'inquiète pas parce que pour la régie de l'eau, je trouve que sur un plan économique, c'est une bonne chose. Il y a eu des milliards de profits qui ont été faits dans le passé. Là, au moins, la collectivité contrôlera la totalité du processus et du réseau. En plus, ils veulent même acheter des terres qui entourent les zones de captage pour qu'elles soient encore moins polluées, etc. C'est une bonne chose. Tarification sociale, il faudra être prudent, mais pourquoi pas pour les ménages les plus faibles. Moi, ce qui m'inquiète, c'est par rapport, je reviens toujours, ça veut dire que c'est une obsession, côté surveiller et punir des écologistes par rapport au mode de consommation habituel des citoyens. On l'a vu pour la voiture. On peut le voir pour l'eau, c'est-à-dire que comme ils auront la totale mainmise sur le robinet, et que si on a des périodes de canicule... Vous avez peur qu'ils vous coupent l'eau, là ? Ils seraient capables de rationner l'eau en invoquant effectivement des problèmes de fonte, d'approvisionnement en eau, etc. Vous voyez vraiment Bruno Bernard avec un couteau entre les dents, là. Non, ils le font dans d'autres domaines. Ils interdisent le foie gras, ils interdisent la voiture en ville. Ils pourraient très bien, je ne dis pas qu'ils le feront, mais ils auront le pouvoir de le faire. C'est-à-dire, ils pourraient très bien dire, les propriétaires de piscines, il y en a des dizaines de milliers dans la région, les propriétaires de piscine, mais finalement, la piscine, c'est un mode d'agrément des années 70-80. Maintenant, c'est terminé, on est en changement climatique. Donc, vous n'aurez pas d'eau pour votre piscine, etc., etc. Donc, je crains simplement, effectivement, qu'un jour, il y ait une vision militante et purement écologiste de la consommation d'eau qui fasse qu'ils auront le pouvoir de rationner ou de diminuer, ou du moins faire une tarification dans l'autre sens, c'est-à-dire c'est plutôt ça, tarification sociale basse pour les ménages modestes, bien sûr, naturellement, mais aussi
très augmenté pour des gens qui consomment beaucoup plus d'eau. Oui, vous n'aviez pas totalement tort. Effectivement, ils réfléchissent à surtaxer, en tout cas, les personnes Voilà, qui donc abusent de on la va consommation arriver d'eau. on va À arriver partir ça. d'un certain volume, par Bien exemple. sûr. Alors que normalement, l'eau, c'est l'égalité pour tout le monde, et puis voilà, quoi, quelle que soit la consommation. Sur les piscines, c'est pas une nouveauté. Hein. Je vous rappelle que régulièrement, on interdit de remplir une piscine quand il y a des périodes de manque d'eau. Oui, là, ils tiendront le robinet. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de piscines à Lyon qui soient concernées. Donc ça, on parle d'un Mais enjeu on parle de la métropole, relatif. donc la Autour de métropole. Lyon, il y en a énormément. Allez, merci messieurs, on arrive au terme de cette émission. On a un petit peu dépassé. Merci de votre fidélité. On se retrouve vendredi prochain pour la dernière émission de l'année.